Le 14 novembre 1985, les pompiers d'Avignon sont appelés pour un incendie dans un atelier de restauration de meubles anciens, rue de la Croix. Lorsqu'ils pénètrent dans le bâtiment ravagé par les flammes, ils découvrent un spectacle de désolation totale. Les poutres se sont effondrées, les établis sont carbonisés, et une odeur âcre de bois brûlé envahit chaque recoin. Mais au milieu des décombres fumants, ils constatent une absence troublante. Aucun corps, aucune trace de la propriétaire des lieux. Sophie Marchand, 32 ans, restauratrice réputée dans la cité des Papes, aurait dû se trouver dans son atelier ce soir-là. Ses voisins affirment avoir aperçu de la lumière aux fenêtres vers 20 heures. Son véhicule est garé devant l'entrée. Ses outils sont disposés sur l'établi principal, comme si elle venait de les poser. Tout indique qu'elle travaillait encore quelques instants avant le début de l'incendie. Pourtant, elle a disparu sans laisser la moindre trace dans les cendres. 25 ans plus tard, en 2010, un ouvrier qui démolissait un immeuble voisin découvre dans les gravats un bracelet en argent oxydé. Il porte une gravure presque effacée, mais encore lisible. 3 lettres entrelacées. Les initiales de Sophie Marchand. Ce petit objet enfoui depuis un quart de siècle va rouvrir une enquête que tout le monde croyait définitivement close, car ce bracelet se trouvait à un endroit où Sophie n'aurait jamais dû se rendre. Un endroit qui change tout. En 1985, Avignon vit encore au rythme tranquille d'une ville de province attachée à son patrimoine. Le centre historique attire des artisans qualifiés qui s'installent dans les ruelles étroites pour exercer des métiers traditionnels. Sophie Marchand fait partie de ces artisans recherchés. Diplômée des Beaux-Arts de Paris, elle a choisi de revenir dans sa ville natale pour ouvrir son atelier de restauration. Elle travaille pour des antiquaires, des collectionneurs privés et parfois pour le musée du Petit Palais. Sa réputation dépasse largement les frontières du Vaucluse. Sophie vit seule dans un petit appartement situé au-dessus de son atelier, rue de la Croix. Cette artère discrète du quartier de la Balance abrite plusieurs commerces et ateliers d'artisanat. Les voisins la décrivent comme une femme discrète, entièrement dévouée à son travail. Elle passe parfois des nuits entières dans son atelier quand un chantier important l'occupe. Célibataire depuis son divorce 3 ans plus tôt, elle ne fréquente personne régulièrement. Ses seuls contacts sociaux se limitent à ses clients et à quelques amis du milieu artistique avignonnais. Elle mène une existence sans histoire. Le 14 novembre 1985 semble être une journée ordinaire. Sophie a rendez-vous dans la matinée avec un client qui lui confie la restauration d'une commode Louis XV. Elle passe l'après-midi dans son atelier à travailler sur une table du XVIIIe siècle qu'elle doit livrer avant la fin du mois. Vers 18 heures, elle appelle sa mère qui habite dans le quartier de Montfavet pour lui dire qu'elle ne viendra pas dîner comme prévu. Elle explique qu'elle a pris du retard sur son travail et qu'elle préfère rester pour avancer. Cette conversation sera le dernier contact connu avec Sophie. Vers 23h15, un passant remarque des flammes qui s'échappent des fenêtres de l'atelier. Il alerte immédiatement les secours. Les pompiers arrivent rapidement, mais l'incendie a déjà pris une ampleur considérable. Le feu a commencé au rez-de-chaussée et s'est propagé avec une violence inhabituelle, alimenté par les solvants et les vernis stockés dans l'atelier. Il faut plus de 2 heures pour maîtriser les flammes. L'intérieur du bâtiment est entièrement détruit. Les murs porteurs tiennent à peine. L'appartement du premier étage s'est partiellement effondré dans l'atelier. Dès le lendemain matin, les enquêteurs de la police judiciaire d'Avignon commencent leurs investigations. Ils fouillent méthodiquement les décombres à la recherche d'un corps. Les experts incendies examinent les lieux pour déterminer l'origine du feu. Mais aucun reste humain n'est découvert dans les ruines. Le véhicule de Sophie est toujours garé devant l'atelier. Son sac à main est retrouvé dans les décombres de l'appartement, avec ses papiers d'identité et son portefeuille contenant plusieurs centaines de francs. Tout indique qu'elle se trouvait sur place au moment de l'incendie. Mais elle a disparu comme si elle s'était volatilisée dans les flammes. Aujourd'hui, nous replongeons dans cette affaire qui a marqué Avignon pendant des décennies. Si vous nous regardez depuis votre ville, dites-nous en commentaire d'où vous suivez cette enquête troublante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires mystérieuses qui ont secoué la France et que personne n'a vraiment réussi à élucider. Et si cette disparition vous intrigue autant que nous, laissez un like pour nous encourager à continuer de déterrer ces affaires oubliées qui méritent qu'on s'y intéresse encore. Maintenant,
Remontons le fil de cette nuit de novembre 1985 pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. La reconstitution des dernières heures de Sophie repose essentiellement sur les témoignages des voisins et commerçants de la rue de la Croix. Madame Ferrier, la boulangère installée 3 portes plus loin, affirme avoir vu Sophie sortir de son atelier vers 16 heures pour acheter une baguette et des cigarettes. Elle paraissait normale, peut-être un peu fatiguée, mais rien d'inquiétant. Elle portait sa blouse de travail tachée de vernis et ses cheveux étaient attachés en chignon. Elles ont échangé quelques mots sur la météo, avant que Sophie ne retourne travailler. Monsieur Calvini, le relieur qui occupe l'atelier adjacent, entend Sophie travailler jusqu'aux environs de 19h30. Il perçoit le bruit caractéristique de la ponceuse électrique qu'elle utilise régulièrement pour décaper les meubles anciens. Puis le silence s'installe. Il n'y prête pas attention sur le moment car il ferme lui-même son atelier vers 20h pour rentrer chez lui. En partant, il remarque que la lumière est toujours allumée chez Sophie. Il suppose qu'elle continue à travailler manuellement sur une pièce délicate. Rien ne lui semble anormal. Entre 20h et 23h, personne ne voit ni n'entend Sophie. La rue de la Croix est peu fréquentée le soir et les commerces sont tous fermés à cette heure. Les appartements situés au-dessus des ateliers sont en majorité inoccupés ou loués à des personnes âgées qui se couchent tôt. Seul un jeune couple habitant au numéro 24 affirme avoir entendu une voiture démarrer vers 22h, mais impossible de dire si elle stationnait devant l'atelier de Sophie. Ce détail restera longtemps inexploité dans l'enquête initiale. Le témoin qui donne l'alerte est un certain Patrick Bourdin, représentant en quincaillerie qui rentrait chez lui après un dîner professionnel. Il circule rue de la Croix vers 23h10 quand il aperçoit des lueurs orangées aux fenêtres de l'atelier. Il pense d'abord à des reflets mais réalise rapidement qu'il s'agit de flammes. Il se gare immédiatement et appelle les pompiers depuis une cabine téléphonique située à l'angle de la rue. Il attend sur place l'arrivée des secours en essayant vainement de forcer la porte métallique de l'atelier qui résiste à ses tentatives. Quand les pompiers arrivent, le feu a déjà envahi tout le rez-de-chaussée et commence à se propager à l'étage. La porte principale de l'atelier est fermée de l'intérieur, ce qui oblige les hommes à la défoncer à la masse. Une épaisse fumée noire s'échappe immédiatement. La chaleur est si intense qu'ils doivent reculer avant de s'équiper correctement. Le capitaine Lestrade, qui dirige l'intervention, ordonne une attaque par l'extérieur avec les lances à incendie. Il faut plus d'1 heure pour contenir la progression du feu et encore 1 heure pour l'éteindre complètement. L'aube se lève sur un bâtiment dévasté. Dès que les décombres sont suffisamment refroidis, les pompiers commencent à fouiller les ruines. Ils s'attendent à découvrir un corps dans ce qui reste de l'atelier ou de l'appartement. Les incendies meurtriers laissent toujours des traces identifiables, même quand les victimes sont carbonisées. Mais ici, rien. Aucun ossement, aucun fragment de squelette, aucune dent. L'expert médico-légal appelé en renfort confirme l'absence totale de restes humains. Cette constatation plonge immédiatement les enquêteurs dans la perplexité. Comment expliquer qu'une personne présente dans un bâtiment en feu puisse disparaître sans laisser de traces? L'hypothèse d'une fuite avant l'incendie est rapidement écartée. Le sac de Sophie contenant son argent et ses papiers a été retrouvé dans l'appartement. Son véhicule est garé devant l'atelier avec les clés à l'intérieur. Aucun voisin ne l'a vu partir. Les relevés téléphoniques ne montrent aucun appel passé depuis son appartement après celui adressé à sa mère à 18h. Tout indique qu'elle se trouvait dans son atelier au moment où le feu a démarré. Mais alors, où est-elle passée? Cette question va obséder les enquêteurs pendant des années. La famille de Sophie est effondrée. Sa mère, Jeanne Marchand, refuse de croire à la mort de sa fille tant qu'aucun corps n'a été retrouvé. Elle harcèle quotidiennement la police pour obtenir des nouvelles de l'enquête. Son frère aîné Michel, ingénieur à Lyon, prend un congé pour venir à Avignon et mener ses propres recherches. Il interroge les voisins, affiche des photos de sa sœur dans toute la ville, contacte les hôpitaux et les commissariats des départements voisins. Rien. Sophie semble s'être évaporée dans la nuit du 14 novembre 1985. Les premiers jours qui suivent la disparition sont marqués par une mobilisation importante. La police organise des battues dans la campagne environnante, les plongeurs inspectent le Rhône et les canaux d'irrigation, les gendarmes surveillent les gares et les aires d'autoroute. Les médias locaux relaient l'information et diffusent la photo de Sophie.
Plusieurs témoins se manifestent pour signaler qu'ils ont vu une femme correspondant à son signalement, mais aucune piste ne se concrétise. Toutes les filatures aboutissent à des impasses. Sophie reste introuvable. Le 25 novembre, soit 11 jours après l'incendie, un berger découvre dans les collines du Luberon, à une trentaine de kilomètres d'Avignon, un portefeuille calciné contenant une carte d'identité au nom de Sophie Marchand. L'objet est tellement brûlé qu'il est difficile de déterminer depuis combien de temps il se trouve là. Cette découverte relance l'espoir de retrouver Sophie vivante quelque part dans la région. Une nouvelle battue est organisée avec des maîtres chiens, mais ne donne aucun résultat. Le portefeuille demeure un mystère supplémentaire dans cette affaire déjà incompréhensible. Au fil des semaines, l'enquête piétine faute d'éléments concrets. Les analyses des décombres ne révèlent aucun indice permettant d'expliquer la disparition. L'origine de l'incendie reste floue, même si les experts penchent pour un accident lié aux produits inflammables utilisés par Sophie. Mais cette explication ne résout pas l'énigme centrale. Où est passée Sophie Marchand? Comment a-t-elle pu quitter son atelier en flammes sans que personne ne la voie? Et surtout, pourquoi aurait-elle abandonné toutes ses affaires sur place? Ces questions resteront sans réponse pendant un quart de siècle. Le commandant Olivier Dumas de la police judiciaire d'Avignon prend en charge l'enquête dès le 15 novembre au matin. Cet officier expérimenté a traité de nombreuses affaires criminelles dans le Vaucluse, mais celle-ci le déroute dès les premières heures. L'absence de corps dans un incendie aussi violent défie toute logique. Il ordonne des fouilles approfondies des décombres qui durent plusieurs jours. Chaque centimètre carré est passé au peigne fin. Les cendres sont tamisées pour y chercher des fragments osseux ou dentaires. Les résultats sont toujours négatifs. Sophie n'est pas morte dans l'incendie. L'hypothèse de la fugue volontaire est explorée en priorité. Les enquêteurs épluchent les comptes bancaires de Sophie pour détecter des retraits suspects dans les jours précédant sa disparition. Ils interrogent ses amis et sa famille pour savoir si elle traversait une période difficile. Ils consultent son médecin traitant pour vérifier qu'elle ne souffrait pas de dépression. Toutes les vérifications aboutissent à la même conclusion. Sophie menait une vie stable et équilibrée. Rien ne laissait présager une fuite soudaine. Elle avait même des rendez-vous professionnels programmés pour les jours suivants. Les enquêteurs se penchent ensuite sur l'entourage proche de Sophie. Son ex-mari Christophe Valentin est interrogé longuement. Le divorce prononcé 3 ans plus tôt s'était déroulé sans heurts particuliers. Christophe s'est remarié et vit désormais à Marseille. Il possède un alibi solide pour la nuit du 14 novembre puisqu'il travaillait de nuit dans une usine de conditionnement. Plusieurs collègues confirment sa présence. Les relations téléphoniques entre Sophie et lui montrent qu'ils ne se parlaient plus depuis plusieurs mois. Cette piste est rapidement abandonnée. L'examen des clients de Sophie révèle quelques personnalités intéressantes. Elle travaillait régulièrement pour un antiquaire du nom de Bernard Fontaine, installé rue de la République. Cet homme d'une 50aine d'années jouit d'une réputation sulfureuse dans le milieu du commerce d'art. Il a déjà fait l'objet de plusieurs enquêtes pour recel d'objets volés sans jamais être condamné. Sophie restaurait pour lui des meubles de grande valeur destinés à une clientèle fortunée. Les enquêteurs soupçonnent qu'elle ait pu découvrir quelque chose de compromettant sur l'origine des pièces qu'il lui confiait. Bernard Fontaine est convoqué pour un interrogatoire qui dure plusieurs heures. Il reconnaît avoir eu des relations d'affaires suivies avec Sophie, mais nie toute implication dans sa disparition. Il fournit un alibi pour la soirée du 14 novembre. Il se trouvait à une vente aux enchères à Lyon et dispose des documents attestant de sa présence. Les vérifications confirment ces déclarations. De plus, l'expertise des meubles présents dans l'atelier de Sophie au moment de l'incendie ne révèle rien d'illégal. Tous les objets peuvent être tracés jusqu'à leur propriétaire légitime. Cette piste s'effondre également. Les techniciens de l'identité judiciaire analysent minutieusement les restes de l'atelier pour comprendre comment le feu a démarré. Les traces de calcination indiquent que l'incendie a pris naissance près de l'établi principal où Sophie travaillait habituellement. Un bidon de White Spirit renversé et un chiffon imbibé de solvant sont retrouvés à proximité du foyer initial. L'hypothèse privilégiée est celle d'un accident. Sophie aurait renversé le bidon et une source de chaleur aurait enflammé les vapeurs. Mais cette théorie ne tient pas compte d'un détail troublant découvert par les experts. La porte métallique de l'atelier était fermée de l'intérieur par un verrou et une chaîne de sécurité. Ce dispositif ne pouvait être actionné que depuis l'intérieur du local.
Si Sophie avait réussi à fuir l'incendie, elle n'aurait pas pu refermer derrière elle avec ce système. Or, les pompiers ont dû forcer cette porte pour pénétrer dans l'atelier. Comment expliquer que la porte soit verrouillée de l'intérieur alors que Sophie a disparu? Cette contradiction technique obsède les enquêteurs pendant des semaines. Aucune explication rationnelle ne peut être trouvée. Une équipe de plongeurs de la gendarmerie explore le Rhône à proximité du pont Saint-Bénézet. L'hypothèse que Sophie ait pu se jeter dans le fleuve après avoir déclenché volontairement l'incendie est envisagée malgré son caractère peu probable. Les recherches dans l'eau boueuse et les courants puissants du fleuve ne donnent rien. Aucun corps n'est repêché dans les jours et semaines qui suivent. Les barrages hydrauliques en aval sont surveillés, mais Sophie ne réapparaît pas. Cette piste aquatique est finalement écartée faute d'éléments concordants. Les relevés téléphoniques de Sophie sont épluchés ligne par ligne. Les enquêteurs reconstituent tous ses contacts des 3 derniers mois. Ils interrogent chaque personne qui figure dans son répertoire. Clients antiquaires, amis de la fac voisin, commerçants du quartier. Tous confirment qu'elle menait une existence normale. Personne ne mentionne de comportements étranges ou de propos inquiétants. Sophie n'avait confié à personne qu'elle se sentait menacée ou qu'elle envisageait de partir. Elle planifiait même des vacances en Bretagne pour le mois de décembre suivant. Tout contredit la thèse d'une disparition volontaire. 6 mois après le début de l'enquête, le commandant Dumas dresse un bilan désespérant. Aucune piste sérieuse n'a émergé, aucun témoin fiable ne s'est manifesté, aucun indice matériel ne permet d'orienter les recherches. Les analyses scientifiques n'ont rien révélé d'exploitable. Le dossier contient des centaines de pages de procès-verbaux, mais aucune ne permet de comprendre ce qui est arrivé à Sophie Marchand. L'affaire est progressivement classée en disparition inquiétante, sans suite. Le mystère reste entier. Au printemps 1986, l'enquête est officiellement mise en sommeil. Les policiers continuent de recevoir les signalements concernant des femmes correspondant au signalement de Sophie, mais aucun ne se révèle fondé. La famille maintient la pression médiatique, mais l'intérêt du public s'estompe progressivement. D'autres affaires occupent les gros titres. Sophie Marchand rejoint la longue liste des personnes disparues dont on ne retrouvera probablement jamais la trace. Son fantôme entra à Avignon pendant un quart de siècle, avant qu'un détail minuscule ne fasse tout ressurgir. Dans les mois qui suivent, la disparition, plusieurs fausses pistes vont mobiliser inutilement les enquêteurs. La première surgit en janvier 1986, quand une femme signale avoir vu Sophie dans un café de Carpentras, à une vingtaine de kilomètres d'Avignon. Elle affirme avoir reconnu formellement la disparue attablée seule, en train de lire un journal. La police se rend immédiatement sur place et interroge le patron de l'établissement. Il se souvient effectivement d'une cliente correspondant vaguement au signalement, mais elle n'est jamais revenue depuis. Les images de vidéosurveillance sont inexistantes dans ce petit café de province. Cette alerte déclenche une nouvelle vague de recherche dans le secteur de Carpentras. Des affiches sont placardées dans toute la ville. Les hôtels et chambres d'hôtes sont contactés. La gendarmerie locale multiplie les patrouilles. Pendant 2 semaines, l'espoir renaît de retrouver Sophie vivante quelque part dans le Vaucluse. Mais aucun nouvel élément ne vient confirmer le témoignage initial. Plusieurs personnes affirment avoir vu la femme en question, mais personne ne peut établir formellement qu'il s'agissait bien de Sophie Marchand. Cette piste finit par s'éteindre d'elle-même, faute de consistance. En mars 1986, un détenu de la prison des Baumettes à Marseille contacte la police. Il prétend détenir des informations sur la disparition de Sophie. Selon lui, un codétenu lui aurait confié avoir participé à l'enlèvement d'une femme à Avignon en novembre précédent. Le commandant Dumas se déplace personnellement pour recueillir ces révélations. Le détenu raconte une histoire confuse, impliquant un réseau de prostitution et un enlèvement qui aurait mal tourné. Il donne des détails précis sur l'atelier de Sophie qu'il dit tenir de son codétenu. Cette piste criminelle est prise très au sérieux. Le codétenu mentionné est un certain Franck Mercier, condamné pour proxénétisme et trafic de drogue. Il est interrogé pendant plusieurs jours. Il nie catégoriquement toute implication dans la disparition de Sophie. Il affirme ne pas la connaître et n'avoir jamais mis les pieds à Avignon. Les vérifications montrent qu'il était incarcéré dans une autre prison au moment des faits. Le témoignage initial s'avère être une pure invention, destinée à négocier une remise de peine. Le détenu avoue finalement avoir tout inventé. Cette fausse piste aura fait perdre un temps précieux aux enquêteurs. L'hypothèse d'un règlement de compte lié au milieu de l'art
est exploré pendant plusieurs mois. Les enquêteurs découvrent que Sophie avait restauré quelques années plus tôt un secrétaire du XVIIIe siècle volé dans un château du Gard. Elle avait alors signalé aux autorités ses soupçons sur l'origine douteuse de la pièce. Cette dénonciation avait conduit à l'arrestation d'un receleur notoire nommé Marcel Granger. Cet homme avait purgé 2 ans de prison et était sorti en 1984. Les enquêteurs vérifient s'il aurait pu chercher à se venger. Marcel Granger est localisé à Nîmes, où il tient désormais une boutique de brocante. Il est placé en garde à vue et interrogé sur ses relations avec Sophie Marchand. Il reconnaît lui en vouloir d'avoir provoqué son incarcération, mais nie farouchement toute implication dans sa disparition. Son alibi pour la nuit du 14 novembre est fragile. Il prétend être resté chez lui seul ce soir-là. Aucun témoin ne peut confirmer sa présence. Les enquêteurs fouillent son domicile et sa boutique sans rien trouver de compromettant. Faute de preuves matérielles, il est finalement relâché. Cette piste restera en suspens sans jamais être formellement écartée. À l'été 1986, un nouveau témoignage sème le trouble. Une automobiliste affirme avoir croisé Sophie sur l'autoroute A7 en direction de Lyon quelques jours après sa disparition. Elle l'aurait vue monter dans un véhicule sur une aire de repos. Ce témoignage tardif intrigue les enquêteurs qui n'ont jamais envisagé que Sophie ait pu quitter la région. Des recherches sont lancées dans la région lyonnaise. Les foyers d'hébergement, les hôpitaux et les commissariats sont contactés. Une fois de plus, les investigations n'aboutissent à rien. Le témoignage ne peut être vérifié et reste invérifiable. Les années passent et l'affaire Marchand devient une sorte de légende urbaine à Avignon. Plusieurs théories circulent dans la population. Certains pensent qu'elle a été tuée par un amant jaloux dont on ignore l'existence. D'autres imaginent qu'elle a tout simulé pour refaire sa vie ailleurs sous une nouvelle identité. Les plus fantaisistes évoquent un enlèvement par un réseau criminel international. Aucune de ces spéculations ne repose sur le moindre fait vérifiable. Le dossier prend la poussière dans les archives de la police judiciaire. En 1990, puis en 1995, de nouveaux commandants reprennent le dossier et tentent de relancer l'enquête. Ils réinterrogent les témoins de l'époque. Ils repassent les déclarations au crible des nouvelles techniques d'investigation. Ils font analyser les pièces à conviction par des laboratoires plus modernes. Chaque fois, les résultats sont identiques. Rien de nouveau n'émerge. Le mystère de la disparition de Sophie Marchand résiste à toutes les approches. L'affaire semble vouée à rester définitivement irrésolue. La famille de Sophie ne baisse jamais les bras. Sa mère Jeanne maintient vivace le souvenir de sa fille. Elle organise chaque année à la date anniversaire de la disparition un rassemblement devant l'ancien atelier de la rue de la Croix. Quelques fidèles l'accompagnent pour déposer des fleurs et allumer des bougies. Elle refuse obstinément de faire établir un acte de décès. Tant qu'aucun corps n'a été retrouvé, elle s'accroche à l'espoir infime que Sophie soit encore en vie quelque part. Cette foi inébranlable force l'admiration même si elle confine au déni de réalité. Michel, le frère de Sophie, mène ses propres investigations. Il consulte des médiums des voyants et même un détective privé qu'il paie de sa poche. Toutes ces démarches restent infructueuses. Les médiums donnent des informations contradictoires. Le détective ne découvre rien que la police n'ait déjà exploré. Progressivement, Michel doit se rendre à l'évidence. Sa sœur a disparu sans laisser de traces exploitables. Il continue cependant à maintenir le contact avec la police et à se tenir informé de l'évolution du dossier. Ce dossier qui semblait définitivement clos jusqu'en 2010. Le 17 mars 2010, une équipe d'ouvriers commence la démolition d'un immeuble vétuste situé rue de la Croix à Avignon. Le bâtiment numéro 28 se trouve à une 50aine de mètres de l'ancien atelier de Sophie Marchand, détruit par l'incendie de 1985. L'immeuble abandonné depuis plusieurs années doit laisser place à une résidence moderne. Les travaux de déblaiement progressent normalement pendant plusieurs jours. Les ouvriers évacuent les gravats et démontent les structures intérieures. Personne ne s'attend à ce que ces travaux banals fassent ressurgir un secret vieux d'un quart de siècle. Tony Bellini, conducteur d'engins de chantier, travaille ce jour-là au sous-sol de l'immeuble. Il doit évacuer les décombres d'une ancienne cave qui servait autrefois de réserve pour les commerces du rez-de-chaussée. En dégageant un amas de gravats accumulés contre un mur, il aperçoit un reflet métallique. Il arrête sa machine et descend examiner l'objet. Il découvre un bracelet en argent oxydé par le temps et l'humidité.
L'objet est très abîmé, mais on distingue encore une gravure sur la face interne. 3 lettres entrelacées dans un monogramme élégant. Les initiales SM. Bellini ne fait pas immédiatement le rapprochement avec l'affaire Marchand. Il ramasse le bracelet par simple curiosité et le glisse dans sa poche. Ce n'est que le soir, en racontant sa journée à sa compagne, qu'il mentionne cette trouvaille. Sa compagne Nathalie travaille à la mairie d'Avignon au service de l'urbanisme. Elle se souvient vaguement d'une affaire de disparition survenue dans ce quartier il y a longtemps. Elle fait des recherches sur Internet et tombe sur plusieurs articles consacrés à Sophie Marchand. Les initiales correspondent. Le lendemain matin, Tony se rend au commissariat pour signaler sa découverte. Le bracelet arrive rapidement entre les mains du capitaine Sandrine Morel, qui a repris le dossier Marchand 2 ans plus tôt, dans le cadre d'une cellule spécialisée dans les affaires non résolues. Elle fait immédiatement établir une expertise de l'objet. Le bijou est photographié sous tous les angles. Les gravures sont analysées au microscope. La composition du métal est déterminée par spectrométrie. Les résultats sont formels. Il s'agit d'un bracelet en argent massif, fabriqué dans les années 70. Le monogramme correspond aux initiales de Sophie Marchand. Des traces d'usure indiquent qu'il était porté régulièrement. La mère de Sophie est convoquée pour identifier l'objet. Malgré l'état de dégradation avancé, Jeanne Marchand reconnaît immédiatement le bracelet. C'est elle qui l'avait offert à sa fille pour ses 20 ans. Sophie ne s'en séparait jamais. Elle le portait même dans son atelier quand elle travaillait. Cette identification formelle relance brutalement une affaire que tout le monde croyait enterrée. La question centrale devient immédiate. Comment ce bracelet a-t-il pu se retrouver dans la cave d'un immeuble situé à 50 mètres de l'atelier, où Sophie a disparu? Un immeuble où rien ne justifiait sa présence. Le capitaine Morel ordonne immédiatement l'arrêt du chantier de démolition. Le sous-sol où le bracelet a été découvert est placé sous scellé. Une équipe de la police technique et scientifique est dépêchée sur place. Les lieux sont fouillés centimètre par centimètre. Les gravats sont passés au tamis, les murs sont sondés. Les enquêteurs cherchent d'autres objets appartenant à Sophie ou pire des restes humains. Les fouilles durent plusieurs jours et mobilisent d'importants moyens. Mais hormis le bracelet, rien d'autre n'est découvert. Le sous-sol ne livre aucun autre secret. L'historique de l'immeuble est reconstitué minutieusement. En 1985, le bâtiment abritait au rez-de-chaussée une mercerie et un magasin de jouets. Les étages supérieurs étaient occupés par des appartements loués à des familles modestes. Le sous-sol servait de réserve aux 2 commerces. L'accès se faisait par une porte métallique donnant sur une ruelle latérale. Les enquêteurs dressent la liste de toutes les personnes qui vivaient ou travaillaient dans l'immeuble en novembre 1985. 25 ans plus tard, certaines sont décédées, d'autres ont déménagé loin d'Avignon. Retrouver et interroger tous ces témoins potentiels représente un travail colossal. La propriétaire de la mercerie, Madame Josette Arnaud, est décédée en 2003. Son fils David accepte de répondre aux questions de la police. Il se souvient vaguement de l'incendie de l'atelier Marchand, mais n'a jamais eu de contact avec Sophie. Il affirme que sa mère utilisait peu le sous-sol qui servait surtout à stocker de vieux cartons. L'accès était fermé par un cadenas dont seule sa mère possédait la clé. Il ne voit pas comment un objet appartenant à Sophie aurait pu se retrouver là. Son témoignage n'apporte rien de concret. Le gérant du magasin de jouets en 1985 était un certain Alain Ferrand. Les enquêteurs le localisent à Toulouse, où il a pris sa retraite. Interrogé par téléphone, puis convoqué à Avignon, il certifie n'avoir jamais connu Sophie Marchand. Il se souvient de l'incendie qui avait causé une certaine émotion dans le quartier, mais rien de plus. Il utilisait lui aussi le sous-sol comme débarras, mais y descendait rarement. Il partageait l'accès avec la mercerie voisine. Il ne se souvient d'aucun événement inhabituel survenu à l'époque de la disparition. Son témoignage reste flou et peu exploitable. Les locataires des appartements de l'immeuble sont recherchés un par un. Certains sont introuvables, malgré les investigations poussées. D'autres sont interrogés, mais ne se souviennent de rien de significatif. Une ancienne locataire nommée Claudine Roux évoque cependant un détail troublant. Elle habitait au 2e étage en 1985. Elle se souvient avoir entendu des bruits suspects provenant du sous-sol dans la nuit du 14 au 15 novembre. Des bruits de voix étouffées et peut-être des coups sourds. Elle n'y avait pas prêté attention sur le moment. Ce n'est que le lendemain, en apprenant l'incendie, qu'elle s'était demandé si c'était lié. Ce témoignage tardif électrise les enquêteurs.
Pourquoi Claudine Roux n'a-t-elle pas signalé ces bruits à l'époque? Elle explique qu'elle n'avait pas fait le rapprochement avec la disparition de Sophie, puisque personne ne savait alors qu'elle avait un lien avec l'immeuble du 28. Elle pensait qu'il s'agissait de rôdeurs ou de jeunes qui squattaient la cave. De plus, elle avait rapidement déménagé pour des raisons professionnelles et n'avait plus suivi l'affaire. Son témoignage est recueilli officiellement, mais impossible à vérifier après tant d'années. Il ouvre néanmoins une piste troublante. L'hypothèse qui émerge progressivement est glaçante. Sophie aurait pu être enlevée dans son atelier la nuit du 14 novembre. Ses ravisseurs auraient déclenché l'incendie pour masquer la disparition. Ils l'auraient ensuite emmenée dans la cave de l'immeuble voisin peut-être pour l'interroger ou la séquestrer. Durant cette détention, son bracelet se serait détaché et aurait été abandonné sur place. Mais que serait-il arrivé ensuite à Sophie? Aurait-elle été tuée et son corps transporté ailleurs? Cette théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. La découverte du bracelet impose une relecture complète du dossier. Les enquêteurs de 2010 disposent de moyens techniques dont ne disposaient pas leurs prédécesseurs 25 ans plus tôt. Le bracelet est soumis à des analyses ADN poussées. Des traces infimes de matière organique sont prélevées dans les interstices du fermoir. Les résultats confirment qu'il s'agit bien d'ADN de Sophie Marchand obtenu par comparaison avec celui de sa mère. Mais les prélèvements révèlent également la présence d'un ADN inconnu. Un profil masculin qui ne correspond à personne dans les fichiers de la police. Cet ADN étranger constitue une avancée majeure. Il prouve que Sophie a été en contact avec une personne dont l'identité reste à établir. Les enquêteurs comparent ce profil génétique avec ceux de toutes les personnes impliquées dans l'enquête initiale. L'ex-mari, l'antiquaire Fontaine, le receleur Granger et tous les témoins de l'époque sont testés. Aucune correspondance. L'ADN inconnu appartient donc à quelqu'un qui n'a jamais été identifié comme suspect en 1985. Quelqu'un qui a réussi à rester dans l'ombre pendant un quart de siècle. Le capitaine Morel décide de creuser plus profondément l'historique de l'immeuble du 28 rue de la Croix. Elle découvre qu'en 1985, le propriétaire du bâtiment était un certain Georges Mattei, homme d'affaires avignonnais, décédé en 1988. Mattei possédait plusieurs immeubles dans le centre-ville qu'il louait à des commerçants et des particuliers. Les enquêteurs retrouvent ses héritiers et consultent les archives notariales. Ils apprennent que Mattei employait à l'époque un gardien chargé de l'entretien de ses propriétés, un homme nommé Raymond Dulac. Raymond Dulac est rapidement localisé. Il vit toujours à Avignon dans une maison du quartier de Montfavet. Âgé de 75 ans, il accepte de recevoir les enquêteurs. Il se souvient parfaitement de l'incendie de l'atelier Marchand en 1985. Il confirme qu'il s'occupait alors de l'entretien de l'immeuble du 28. Il avait les clés de tous les locaux, y compris du sous-sol. Il effectuait des rondes régulières pour vérifier que tout était en ordre. Il nie cependant avoir jamais rencontré Sophie Marchand ou avoir eu quoi que ce soit à voir avec sa disparition. Dulac accepte de se soumettre à un prélèvement ADN. Les résultats tombent quelques jours plus tard. Correspondance positive. L'ADN retrouvé sur le bracelet de Sophie est celui de Raymond Dulac. Cette découverte chamboule toute l'enquête. Dulac est placé en garde à vue et interrogé pendant 48 heures. Confronté aux preuves scientifiques, il finit par reconnaître qu'il connaissait Sophie. Il avoue même qu'ils entretenaient une liaison secrète depuis plusieurs mois, en 1985. Une liaison dont personne n'avait jamais eu connaissance. Selon les déclarations de Dulac, leur relation avait débuté au printemps 1985. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans une boulangerie du quartier. Sophie traversait une période de solitude après son divorce. Lui était marié mais malheureux dans son couple. Ils avaient commencé à se voir discrètement dans l'atelier de Sophie après la fermeture. Personne n'était au courant de cette liaison. Sophie tenait à préserver sa vie privée et Raymond ne voulait pas que sa femme l'apprenne. Ils se retrouvaient une ou deux fois par semaine en fin de soirée. Le soir du 14 novembre 1985, Raymond affirme être allé voir Sophie dans son atelier vers 22 heures comme convenu. Il raconte qu'ils ont passé environ 1 heure ensemble. Vers 23 heures, Sophie lui a demandé de partir, car elle voulait terminer un travail urgent avant de se coucher. Il est parti en la laissant seule dans l'atelier. En ressortant dans la rue, il a remarqué de la lumière dans la cave de l'immeuble voisin, ce qui l'a étonné, car personne ne descendait jamais là à cette heure. Il n'y a pas prêté attention sur le moment. C'est la dernière fois qu'il a vu Sophie vivante.
Raymond raconte qu'il a appris la disparition de Sophie le lendemain par les journaux. Il a été terrifié à l'idée que leur liaison soit découverte. Il craignait que sa femme la prenne et que la police le soupçonne. Il a donc choisi de se taire et de ne rien révéler de sa relation avec Sophie. Il affirme n'avoir rien à voir avec sa disparition et ne pas savoir comment son bracelet a pu se retrouver dans cette cave. Il suggère que Sophie ait pu y descendre après son départ pour une raison qu'il ignore. Mais cette explication convainc peu les enquêteurs. La version de Dulac présente plusieurs incohérences. Pourquoi Sophie serait-elle descendue dans la cave d'un immeuble voisin en pleine nuit? Comment aurait-elle pu y accéder alors que la porte était normalement fermée? Pourquoi l'incendie se serait-il déclenché précisément après le départ de Raymond? Et surtout, comment expliquer que la porte de l'atelier était verrouillée de l'intérieur alors que Sophie avait disparu? Ces questions restent sans réponse satisfaisante. Les enquêteurs soupçonnent Dulac de ne pas tout dire, mais ne parviennent pas à briser sa version des faits. Faute de preuves matérielles suffisantes, Raymond Dulac ne peut être mis en examen. Son ADN sur le bracelet s'explique par leur liaison qu'il a fini par reconnaître. Aucun témoin ne peut le placer sur les lieux après 23 heures. Aucun élément ne le relie directement à la cave où le bracelet a été retrouvé. Les analyses des anciens décombres de l'atelier ne révèlent rien de compromettant. Le dossier bute une nouvelle fois sur l'absence de preuves tangibles. Raymond Dulac est relâché mais reste sous surveillance policière. L'enquête piétine à nouveau. Les révélations sur la liaison secrète entre Sophie et Raymond éclairent l'affaire sous un jour nouveau, mais n'apportent pas de réponse définitive. Elles expliquent pourquoi Sophie se trouvait encore dans son atelier tard le soir du 14 novembre. Elles donnent un contexte à sa présence sur les lieux, mais elles ne disent pas comment elle a disparu, ni ce qui lui est arrivé. Le mystère reste entier malgré cette avancée importante. La famille de Sophie exige que l'enquête se poursuive, mais les pistes s'épuisent une fois encore. En 2012, soit 2 ans après la découverte du bracelet, l'enquête est une nouvelle fois mise en sommeil. Le dossier reste ouvert, mais aucun élément nouveau ne surgit. Raymond Dulac maintient sa version des faits et refuse de dire quoi que ce soit de plus. Les analyses scientifiques ne révèlent rien d'autre. Les fouilles complémentaires menées dans le quartier ne donnent aucun résultat. Sophie Marchand est officiellement déclarée décédée. Sa mère Jeanne meurt en 2015, sans avoir obtenu de réponse à ses questions. Elle sera enterrée avec le bracelet retrouvé dans la cave, serré dans son cercueil. L'affaire Sophie Marchand demeure aujourd'hui l'une des disparitions les plus énigmatiques de la région d'Avignon. Malgré la découverte du bracelet en 2010 et les révélations sur sa liaison secrète avec Raymond Dulac, la vérité reste inaccessible. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 14 au 15 novembre 1985? Sophie a-t-elle été victime d'un enlèvement qui a mal tourné? A-t-elle découvert quelque chose de compromettant qui lui a coûté la vie? Raymond Dulac a-t-il joué un rôle qu'il n'a jamais avoué? Ces questions obsèdent encore les enquêteurs qui ont travaillé sur le dossier. Ce qui est certain, c'est que Sophie Marchand n'a pas disparu par accident. Le bracelet retrouvé dans cette cave démontre qu'elle s'est trouvée dans un lieu où elle n'aurait jamais dû être. Les bruits entendus par Claudine Roux cette nuit-là suggèrent qu'un événement violent s'est produit dans ce sous-sol. L'incendie de l'atelier a probablement été déclenché pour masquer une scène de crime. Mais sans corps, sans témoin direct et sans aveu, l'affaire ne peut aboutir. Sophie a emporté son secret quelque part, où personne ne l'a encore retrouvé. Son histoire continue de hanter ceux qui l'ont connue. Le dossier reste officiellement ouvert. Les progrès constants des techniques d'investigation permettent d'espérer qu'un jour, un nouvel élément surgira. Peut-être lors de travaux dans un autre bâtiment du quartier. Peut-être grâce à un témoignage tardif de quelqu'un qui a vu quelque chose cette nuit-là. En attendant, l'histoire de Sophie Marchand rappelle que certaines disparitions défient toutes les explications rationnelles. Si cette affaire vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres enquêtes mystérieuses. Et laissez un like si vous voulez que nous continuions à explorer ces zones d'ombre de l'histoire criminelle française. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire troublante